Bonjour et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour écouter cette conférence de Saïd Sadi qui fait à l'ACB démarrer sa saison, qu'on commence, si j'ose dire, sur les chapeaux de roue. Alors, Saïd Sadi qui vient d'écrire ce livre, Cherif Khaddam, Le chemin du devoir. Alors, je ne vais pas présenter Saïd Sadi, surtout pas ici. Simplement, la seule chose que je voudrais souligner en introduction de cette conférence, il va nous parler de l'immigration dans la construction identitaire, en prenant Cherif Khaddam comme un cas un peu singulier, parce que, ça va être dit, Cherif Khaddam a commencé sa carrière artistique dans l'immigration en tant qu'ouvrier kabyle. Je voulais juste dire que j'ai revu ce matin la bibliographie des livres écrits par Saïd Sadi. C'est la première fois que cet homme politique que vous connaissez, qui a présidé le RCD pendant des années, fait une incursion aussi pointue dans le monde de la culture. C'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la culture, mais c'est la première fois qu'il va franco de port, si j'ose dire, dans le monde de la culture et de la chanson kabyle. Voilà. Donc, quelques petites choses, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'éteindre vos portables, parce que c'est très désagréable, des portables qui sonnent pendant les conférences. La deuxième chose, comme la conférence est filmée, essayez de ne pas passer devant les caméras. Voilà, des petites choses pratiques comme ça. Voilà, donc après il y aura un débat. Et puis après, à la fin, il y aura une collation, mais avant la collation, Saïd Sadi signera, dédicacera son livre qui est en vente là à la librairie au fond de la salle. Voilà, donc je lui passe tout de suite la parole. L'immigration dans la construction identitaire, Cherif Khaddam, un cas singulier. Bonsoir tout le monde. Et à mon tour de vous remercier d'avoir pu vous frayer le chemin dans cette journée particulièrement chargée de la vie parisienne aujourd'hui. Mais il y a des combats qui ne souffrent pas d'être handicapés par des contraintes conjoncturelles, si aiguës soient-elles. Donc je sais très bien que ce n'a pas été facile d'aller jusqu'ici. Je vous renouvelle mes remerciements. Mais avant d'entamer l'introduction qui va animer nos débats, j'aimerais à mon tour saluer vraiment l'activité de l'ACB, qui fait partie de ces instances animées par des gens de dévouement, qui n'ambitionnent absolument aucune fonction honorifique et qui pourtant représentent l'essentiel des radicelles qui nous ont permis de tenir notre mémoire si vive en dépit de toutes les contraintes qu'elles ont eu à affronter. Donc je tenais absolument à saluer ces militants de l'ombre et de la permanence mémorielle. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir autour du livre que j'ai consacré à Cherif Khaddam, il allait de soi que la question migratoire allait être au centre du débat que nous allons essayer de partager tout à l'heure. Mais pour moi, certains d'entre vous le savent, l'immigration algérienne reste quand même un élément fondateur de la vie politique de l'Algérie contemporaine. Et donc, c'est en essayant de suivre le parcours particulièrement intéressant de Cherif Khaddam que je vais essayer de jeter l'éclairage sur ce que peut faire et ce qu'a fait l'immigration dans la construction de l'idée nationale et plus particulièrement de ce que nous aurions voulu voir s'accomplir dans notre pays. Et quand on parle d'immigration, généralement, on oublie de dire qu'elle est plurielle. Elle n'est pas unique. Dès la défaite d'Abdelkader et la soumission de l'insurrection de 1871 de Mokrani, des convois importants de personnes ou de segments entiers de tribus se sont dirigés vers l'est, vers la Tunisie, pour se réfugier, et puis dans un deuxième temps, ont prolongé leurs exodes vers le proche et le Moyen-Orient, au pays de Chem, qui regroupe aujourd'hui la Syrie, une partie de l'Irak. Il est notable d'observer que ces migrations se sont toutes faites dans le sens est.
et qu'il n'y en a quasiment pas aussi peu qui se sont tournés vers l'Ouest. Et les attitudes ambiguës des souverains marocains vis-à-vis de la présence française ne sont pas les seules raisons qui expliquent ce tropisme, cette attractivité de l'Est. Il faut le dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'essentiel de la problématique identitaire était adossé, voire même inspiré par le culte. Et c'est donc vers des communautés partageant le culte religieux que ces collectivités ont essayé de trouver refuge. Est-ce que pour autant cette prégnance religieuse a complètement effacé la problématique identitaire ces jours-là? Assurément non. Il y a, certains le savent, d'autres non, des quartiers entiers de Damas où jusqu'à il n'y a pas très longtemps, des gens continuent à parler kabyle. Et même dans certains quartiers moins nombreux, il est vrai, de Bagdad. J'ai eu personnellement rencontré à la cité universitaire de Maknoul au début des années 70 un étudiant palestinien, qui comprenait plus qu'il ne parlait le kabyle du fait qu'il l'entendait pratiquer dans leur famille qui était donc exilée depuis plus d'un siècle en Syrie pour ces deux. L'un était originaire de Manserich, l'autre de Yacourel. Mais cette migration vers l'Est n'a pas pesé aussi peu dans la configuration de l'identité de l'Algérie moderne. Elle a joué sur le tendon, elle a imprégné toutes les données subjectives de la conscience nationale algérienne, mais cette migration n'est revenue en force qu'au déclenchement de la guerre, lorsque certains de ces migrants se sont manifestés auprès des représentations du FLN en Syrie et en Irak pour les aider à diffuser leur littérature, à porter leur message. En fait, cette migration orientale, appelons-la comme ça, n'a pesé qu'après la guerre, lorsque les ulama ont voulu complètement s'accaparer la reconfiguration de la problématique identitaire algérienne, dont les profits autour des thématiques que vous connaissez tous. Mais mécaniquement, il n'y a pas eu de poids important de cette émigration ancienne du XIXe siècle sur la construction de l'Algérie moderne. Il y a une autre migration dont on parle peu parce qu'elle est petite, mais qui est intéressante à analyser, parce qu'elle a été elle aussi consécutive à la défaite de l'insurrection de 1871. Elle est dans certaines îles du Pacifique. Et il y a là-bas, jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de familles dont certains ont gardé leur nom, le culte et des rites qu'ils continuent à partager. Et il est important de voir que même pour des gens qui ont été déportés définitivement, qui n'ont jamais revu pour la plupart leur terre, ont transmis à leurs enfants cette vie de paria, qui n'est pas particulièrement valorisante. Dans le cadre de l'Empire français, ils ont tenu absolument à transmettre ces repères, un certain nombre de valeurs. J'en ai personnellement rencontré un certain nombre, parce qu'à partir des années 2000, la 4e ou la 5e génération organisait de véritables pèlerinages vers la terre des ancêtres. Ils venaient à Bajouarari, à Sétif, à Sidour, à Piscara, etc., bref, dans l'espace couvert par l'insurrection de 1871. Mais évidemment, la migration la plus importante, celle qui a éminemment contribué à structurer l'Algérie actuelle, telle que nous connaissons, c'est l'immigration qui est venue ici, et plus généralement en Europe, à partir de la Première Guerre mondiale. C'est, je crois, de cette catégorie qu'est venu le message qui a permis de donner du sens, de la rationalité et de la performance à l'idée algérienne moderne. On ne va pas s'attarder sur l'étoile nord-africaine qui a commencé à donner une amplitude internationale à la revendication algérienne qui s'exprimait dans des jacqueries à travers des frustrations tribales ou régionales. C'est d'ici que l'immigration, c'est par l'immigration que l'idée nationale a pu arriver dans le concert des nations, disons les choses comme ça. C'est aussi dès les débuts de l'immigration qui est née de manière un peu polémique et pas avec une intensité aussi grande que nous avons essayé de le dire, nous, au MCD, la polémique sur ce que devait être le profit de la future Algérie, notamment dans des petites polémiques qu'il y a eu
entre Messali et Amrinesh. Alors, c'est vrai que ça ne représentait pas le message que nous donnons aujourd'hui à la revendication identitaire, c'était assez embryonnaire, mais nier complètement dans ces frictions la présence d'une proposition alternative à une Algérie univoque, moulée dans le dogme arabo-islamique, c'est aussi vouloir neutraliser l'histoire dans certaines aspérités qui ne sont pas toujours bien en vue dans la doxa officielle. Plus tard, c'est aussi dans la Fédération de France du PPMTLT, qui était le principal parti de la revendication indépendantiste algérienne, que la question identitaire a connu dans la crise de 1949 son paroxysme. Alors j'ai lu un certain nombre d'écrits dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où on nous explique que cette crise n'a strictement rien à voir avec la revendication identitaire. C'est vrai que dans cette revendication, il suffit de relire une revue écrite par les principaux acteurs de cette crise, qui s'appelle l'idée Rouatani, pour voir qu'il y avait aussi le fonctionnement du parti, qu'il y avait aussi la manière d'engager la lutte, la volonté d'en finir avec les tentations électoralistes dans lesquelles c'était un peu fourvoyé Messali, mais nier la donnée identitaire, nier le fait que des militants voulaient, dès 1949 et même un peu avant avec la MCHALI, dire qu'il ne suffit pas de libérer un pays si on ne dit pas d'où nous venons pour savoir où nous allons, ça donne effectivement aussi aujourd'hui une idée du poids de la tutelle politique sur l'université algérienne. Il y a toujours une frilosité par rapport à la question al-Nazir, même dans les acteurs qui se revendiquent d'un certain académisme. Un peu plus loin encore, toujours pour rester dans l'immigration, c'est la Fédération de France du FLN cette fois-ci, qui, de mon point de vue, a conféré au FLN une visibilité, j'oserais même dire une respectabilité, qui l'a fait passer du stade de révolte à celui de révolution, à partir notamment de 1956. Et j'ai rencontré un membre de la Fédération de France du FLN, Ali Haroun, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui m'avait dit qu'après le congrès d'Assouma, qui pour moi reste l'acte fondateur de l'Algérie moderne, même si je sais très bien que les héritiers, pour ne pas dire les confiscateurs de la guerre d'indépendance, le minorent, le réduisent, quand ils ne nient pas complètement cet élément fondateur de notre destin actuel. Eh bien, cette plateforme de la Souma, sur ordre d'Arben, avait été traduite par la Fédération de France du FLN dans toutes les langues, et, m'avait ajouté Ali Haroun, Arben avait exigé qu'elle soit aussi traduite en hébreu. J'insiste là-dessus parce que ça donnait une possibilité de s'opposer sur le plan politique, mais en même temps de ne jamais sombrer dans les raccourcis un peu grégaires qui confondent sionisme, antisémitisme, etc., etc. Donc c'est dans la Fédération de France du FLN, dont je connais un peu le fonctionnement et le parcours, parce que j'ai eu l'honneur et le privilège d'approcher souvent son principal responsable, Omar Boudaoud, qui soit dit en passant, est dans une situation assez précaire en termes de santé aujourd'hui. Et j'ai vu comment cette immigration a réussi à donner au FLN une voix et une image qu'il n'avait pas. En 1954, même les milieux progressistes qui essayent de se donner bonne conscience en revendiquant une sympathie avec le peuple algérien n'étaient pas si disponibles que cela pour les Algériens. Certains disaient que c'était des bandits d'honneur dans le meilleur des cas, d'autres que c'était des groupes jarrets, etc., etc. Ce n'est qu'à partir de 1956 que les syndicats, certains intellectuels, des partis politiques, une partie de certains partis politiques ont commencé à prêter une oreille plus attentive à l'insurrection algérienne. Plus loin, après l'indépendance, c'est encore dans l'immigration que l'idée nationale est venue s'inviter au débat dans une classe politique française qui était divisée entre, d'une part, la volonté de mettre une chape de plomb sur la guerre d'Algérie dont personne ne voulait parler, ou bien, notamment du côté du Parti socialiste, cette condescendance envers l'Algérie qui, pour faire oublier son manque de perspicacité dans la lutte pour la décolonisation, s'était complètement
mise au service du FLN. Je parle du FLN officiel, qui n'avait bien évidemment pas grand-chose à voir avec le FLN de la guerre de libération. Et il était extrêmement difficile de vouloir donner de l'Algérie une image autre que le label qu'avait en gros essayé de vendre et d'imposer ici Bouygues. Mais ce sont des jeunes étudiants qui étaient venus pour beaucoup de la cité universitaire de Naknoul pour continuer leurs études ici, qui s'étaient installés à Vincennes, ils avaient fait une base arrière, et à partir de là, ils ont essayé d'irradier, de diffuser dans un certain nombre d'associations pour essayer de porter l'idée que cette Algérie pouvait être autre chose que cette réduction un peu mystique que offrait l'ambassade et les représentations consulaires algériennes. Et de ce point de vue-là, Chérif Reddam a apporté un grand soutien dans les conférences ou bien dans les galas qu'il animait, et évidemment ça permettait aux jeunes étudiants qui étaient implantés ici depuis une dizaine d'années d'offrir une autre visibilité de l'Algérie. Tout ça pour dire que l'immigration dans la construction identitaire algérienne a toujours été un acteur essentiel, vital dans certaines circonstances, et avec un apport, j'allais dire subsidiaire, mais qui n'était pas négligeable pour nous qui étions restés au pays, c'est que le fait de donner une visibilité à cette revendication d'une Algérie plurielle, solidaire, fidèle à sa mémoire, en rapport avec sa réalité sociologique, heurtait, vous pensez bien, de plein fouet l'image d'Épinal qu'essayait de distiller le régime algérien. Et bien, d'avoir donné cette visibilité à notre combat, ça nous a passablement protégés des retours de manivelle de la part d'un pouvoir où les durées de vie des mouvements contestataires sont pour le moins aléatoires. Donc l'immigration a non seulement amplifié, donné du sens à la revendication que nous avions portée, mais elle a aussi contribué à donner un respect et une protection à ce combat. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut en être aujourd'hui. Vous êtes mieux placé pour le savoir que moi. L'histoire de l'immigration a connu une rupture fondamentale avec la crise économique qui sévit en Occident et aussi avec les ruptures générationnelles qui ont eu lieu en Algérie et d'une manière générale en Afrique du Nord. Ce n'est absolument plus la même immigration. Ce n'est plus l'ouvrier manuel sans qualification qui venait ici pour 2, 3, 4, 5 ans accumuler son petit pactole pour compenser ce que l'économie traditionnelle, l'économie primitive n'avait pas pu lui donner pour repartir construire sa maison, ouvrir un petit négoce. C'est aujourd'hui des jeunes et des jeunes qualifiés. Par ailleurs, ce n'est pas une immigration temporaire, c'est en général une immigration définitive. Donc ce serait une erreur d'essayer de demander à l'immigration d'aujourd'hui de jouer le rôle qu'a joué celle qui l'a précédée. Pour autant, il n'est pas interdit d'étalonner l'éventuelle mission de cette catégorie aujourd'hui à l'expérience de celle des générations qui l'ont précédée. J'observe un peu ce qui se passe ici, il m'arrive d'aller en Afrique du Nord, d'intervenir ici et là, comme aujourd'hui dans la collectivité immigrée. On observe en gros deux types de réactions. Alors il y a des gens qui se replient, notamment d'ailleurs en Afrique du Nord. La nostalgie est inversement proportionnelle à la distance qui sépare l'immigré du pays d'origine. Sympathique, un peu folklorisante, il faut dire, qui reste dans la nostalgie, sans pour autant être porteuse d'élan dynamique, prospectif. Il y a une autre catégorie qui consiste à dire c'est bloqué, c'est foutu, on va essayer d'offrir à partir d'ici, ex nihilo, une proposition de radicalité qu'on va essayer de perfuser dans un second temps dans le terreau qu'elle est supposée servir. Avec le recul, j'ai un peu de temps maintenant, lorsqu'on évalue ces deux considérations, on observe que l'une comme l'autre ne mène pas bien loin. La première, autant qu'elle soulage de manière un peu sympathique, mais sans plus, la nostalgie du pays,
n'est pas nécessairement porteuse d'alternative. La deuxième se condamne elle-même, par principe. D'abord, on ne connaît pas dans l'histoire de groupe, si méritoire soit-il d'ailleurs, qui est conçu à l'extérieur une forme de proposition qui a été rapatriée, semée et qui a germé, fécondé dans la matrice où il est supposé naître. Les exemples sont nombreux. Vous connaissez tous ce qu'il est advenu de l'histoire des Cubains basés en Floride, des émigrés cubains basés en Floride, lorsque les Américains ont essayé de les envoyer à la baie des Cochons. Ça a été un véritable désastre pour remplacer le régime castriste. Inversement, nous connaissons tous ce qu'il est advenu de l'expérience de Che Guevara, lorsqu'il est venu en Afrique, puis dans un deuxième temps en Amérique latine, pour essayer de semer, de dupliquer la révolution de la Sierra Maestra, un échec. Ça n'enlève rien à l'héroïsme du personnage, à son romantisme, etc. Même l'appel du 18 juin d'un homme comme le général de Gaulle, qui était lancé de Paris, est resté une virtualité symbolique, tant que Jean Moulin n'était pas revenu en France pour rassembler et structurer le Conseil national de la résistance. Chez nous, en Algérie, vous connaissez, les plus âgés connaissent, le sort que l'histoire a réservé à ceux que l'on a appelés les poseurs de bombes, qui étaient venus d'ici pour essayer de soulever une insurrection en Algérie. Ça n'a pas été bien loin, et pourtant, il exprime une revendication que nous avons repris, ou bien même pour certains d'entre nous, étions en train d'essayer de structurer, de construire sur place. Je dis tout ça pourquoi? Pour dire qu'il n'y a pas de possibilité de porter de l'extérieur pour la faire adopter par des populations idoines une revendication si elle n'est pas d'abord née dans l'espace où les gens qui doivent contester le régime en question vivent et subissent l'arbitraire. Il n'y a pas d'exception, j'ai vraiment essayé de chercher, il n'y a pas d'exception à la règle. Alors évidemment, ça ouvre maintenant la discussion sur ce que peut faire l'immigration. Je risque de décevoir un peu l'assistance aujourd'hui, parce que je vais tenir un propos un peu réaliste, et la réalité malheureusement ne prête pas souvent au rêve. Et en plus, nous avons tous été d'une manière ou d'une autre sensibles aux envolées lyriques, révolutionnaires, poétiques, d'une forme de revendication d'autant plus séduisante que nous l'avons introduite dans les luttes démocratiques par le biais de la culture, ce qui à mon avis était une riche idée. Aujourd'hui, je vis en Algérie, j'observe ce qui se fait. Il y a des anticorps politiques qui sont en train de sortir de la société, qui n'ont absolument rien à voir avec les formules et les recettes sexy que nous serions tentés d'applaudir des quatre mains. Je vois des cafés littéraires qui fleurissent un peu partout. Il y en a eu un à Bougie, ensuite ça s'est dupliqué, aujourd'hui à Tizi Ouzou, il y en a à Misaine, il y en a à Patirati, il y en a à Bourli. Avant de venir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a alpagué dans un restaurant, il vient d'en ouvrir un à Biscara et je suis invité à Constantine. Il y a dans les villages, beaucoup d'entre vous le savent, des cités villageoises qui se prennent en charge, abandonnées par les pouvoirs publics, pour protéger leur environnement, au sens le plus vertueux du terme, c'est-à-dire au sens écologique. Et ça marche. Il m'a été donné d'intervenir à 2 reprises dans une organisation citoyenne que connaît bien ce Medref, puisqu'il en fait partie, qui consiste à investir un village chaque année avec des acteurs partis d'ici, de là-bas ou même de l'étranger, c'est racontable. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact et les débats que génère ce genre d'activité, parce que pendant une semaine, c'est interactif, on associe les villageois, ce qui se fait, des fois c'est apprécié, des fois moins, pourquoi, etc. Et ça parle aux autres agglomérations environnantes. Alors je sais très bien que toutes ces... J'ai été appelé cet été à un petit village, sous la qui s'appelle Adli, par un expatrié qui est aujourd'hui parmi nous, qui lance chaque année une initiative qui consiste à dire à son village et à sa commune, cette année nous allons discuter d'un thème, ça peut être notre passé, ça peut être notre présent. J'ai fait un saut cet été, j'ai été là-bas. J'ai assisté
à vraiment l'une des plus belles conférences auxquelles il m'a donné d'être invité ces 5 dernières années. Ils étaient animés par 2 universitaires qui ont voué leur vie et leurs moyens à la récupération du patrimoine artisanal de la Kabylie. Et l'un d'eux est ici présent aujourd'hui, c'est le docteur Hawchi. L'un d'eux, qui n'est pas présent, a rassemblé plus de 42 000 pièces artisanales, seul. Apparemment, on rentre chez lui, on peut ni s'asseoir, ni marcher, ni bouger. Lui-même, docteur Hawchi ici présent, et qui donc était le 2e conférencier de cette rencontre, passe son temps à essayer de repérer chez des privés, des collectionneurs, des musées, des ventes aux enchères, pour récupérer notamment des sabres d'une industrie dont ma mère, qui est originaire de cette ville, m'avait parlé, mais que j'ai découvert de manière précise lors de cette conférence, Gifles Ndouha, ceux qui connaissent un peu la Kabylie, qui était spécialisé dans la fabrication d'armes blanches, mais qui étaient exportées partout, y compris avant la pénétration française, d'ailleurs surtout avant la pénétration française. Lui-même, le docteur Hawchi, qui est ici devant moi, a rassemblé plus de 5000 pièces. Et aujourd'hui, il s'agit de voir comment essayer maintenant de donner une gestion plus organisée à ce potentiel qui peut disparaître, parce qu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas demander à 2 personnes, si méritoires soient-elles, de se substituer à notre responsabilité collective, parce que ce qu'ils protègent, ce n'est pas quelque chose qui leur appartient en propre. Voilà donc comment les émigrés ont réussi à embrayer sur des initiatives sociales, culturelles et politiques qui sont en train de faire renaître la citoyenneté, de créer de nouvelles solidarités in situ et d'inventer un peu ce que nous avions lancé sans le savoir. En 80, nous faisons la prose sans le savoir nous-mêmes, cette activité où l'élite s'immerge dans sa société pour débattre de choses très pratiques et très concrètes qui les concernent. Et bien, je peux vous dire, pour avoir un peu sillonné ces 2 dernières années la Kabylie, que de mon point de vue, c'est cette synergie entre l'auto-organisation des villages, fécondée avec le catalyseur migrant, parce qu'il y a l'expertise, parce qu'il y a le savoir-faire, parce qu'il y a l'ouverture, parce qu'il y a la maîtrise technologique, parce qu'ils sont dans le numérique, etc., qui, à mon avis, permettra de sauver, en tout cas de stopper, le reflux politique et culturel qui sévit dans le pays, garder le minimum de potentiel nécessaire pour envisager un meilleur départ lorsque sonnera l'heure de la refondation algérienne. Je pense qu'elle arrive, vous me direz, ça fait longtemps qu'on le dit, non pour des raisons biologiques, mais plus que ça, parce que les mauvaises herbes, la biologie, elles se répètent, même si elles disparaissent, elles ont le propre de pousser dans des terreaux les plus hostiles. Non, on y arrive parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est tragique. Or, le carburant essentiel, pour ne pas dire le seul, du système politique algérien, ce n'est ni sa cohérence doctrinale, ni sa pertinence politique, c'est la clientélisation qui consiste à entretenir même à perte des fonctions parasitaires. Et aujourd'hui, eux-mêmes disent nous ne pouvons plus. J'ai même entendu l'actuel Premier ministre qui revient pour la 4e fois sur nous explique que c'est la catastrophe, ou bien de dire que c'est une catastrophe, c'est qu'il y a un bonhomme qui est passé par là 3 fois auparavant et que c'est la même personne. Et nous dire qu'ils ne pourront pas payer les fonctionnaires au mois de novembre. Je pense qu'il exagère un peu, mais ça donne une idée quand même de la réalité de la situation financière et des possibilités de manœuvre qui s'ouvrent devant les gestionnaires du pouvoir politique actuellement. Il appartient alors évidemment aux élites qui sont restées sur place d'être plus à l'écoute de ces initiatives qui perlent ici et là, qui sont en train de se démultiplier assez rapidement sur plusieurs sujets, sur plusieurs dossiers, pour que l'immigration trouve la manière d'apporter une plus-value à des problématiques qui sont clairement pensées et lancées dans le terrain.
C'est une nouvelle mission qu'il faudra réfléchir, débattre. Alors encore une fois, je sais que c'est pas très élégant. Vous allez ici vous organiser pour que chacun puisse appuyer les organisations de son village, ou bien vous organiser entre vous pour essayer d'offrir des accueils aux jeunes arrivants qui ne se perdent pas dans des lieux où, faute d'être entendus pour une bonne intégration, ils essaient de compenser leur frustration par des tentatives identitaires qui sont mortifères. Il y a des Kabyles qui sont actuellement aussi happés dans les banlieues par l'islamisme. Ce sont des initiatives, c'est une approche politique pragmatique, mais aujourd'hui, la stratégie n'est que pragmatisme. Il n'y a ni verbiage, ni bavardage, ça n'empêche pas de cogiter, mais si on veut être crédible, il faut être utile. Alors j'ai fait selon des tours auparavant pour arriver au livre qui m'a amené à m'intéresser à Chérif Khadem dès 1969, et j'avais même produit à l'époque déjà un petit opuscule de son répertoire que j'avais soumis à la SNED et qui évidemment ne l'a pas publié. On nous avait orienté avec Amar Msded vers le département des langues étrangères à l'époque. Quand on a voulu nous répondre. Et je crois que lorsqu'on regarde bien cet itinéraire, qui de mon point de vue est aussi stimulant dans la manière avec laquelle ce parcours exceptionnel s'est construit, qu'il est éclairant par son apport artistique, je m'explique. Rien, absolument rien, ne prédisposait Chérif Khadem à la carrière qui a été la sienne. Vous savez tous qu'il a été envoyé dans une zaouïa pendant 7 ans, très jeune. Et vous savez que lorsqu'il est arrivé ici, nous le savons tous, il est très haut. Alors, partir imam et devenir un chanteur iconoclaste, qui célèbre la beauté, l'intelligence et le droit de la femme, c'est pas tout à fait cohérent comme démarche. Je crois qu'il y en a une synthèse de cette histoire migratoire, partie vers l'Est, dans un premier temps, par un tropisme religieux, et qui s'est finalement accompli après la Première Guerre mondiale dans le milieu ouvrier algérien. Il est la synthèse de l'histoire migratoire algérienne. Par ailleurs, c'est pas habituel de voir une classe ouvrière dépasser en termes d'audace intellectuelle et politique ces élites qui à l'époque ne croyaient pas vraiment à l'idée nationale, pensant d'ailleurs avec bonne foi qu'on ferait un Abbas qu'il valait mieux essayer de s'adresser aux bonnes âmes françaises pour trouver sa place dans l'espace républicain français. Eh bien, c'est aussi cet ouvrier qui a révolutionné la chanson kabyle en se donnant les moyens académiques d'apprendre et d'exécuter la chose artistique, musicale en l'occurrence. Mais ceux qui l'ont approché, le Mohamed qui est ici pour en témoigner, je le cite longuement d'ailleurs dans ce livre, sauront que au-delà de la production artistique, ce qui est intéressant à suivre dans ce parcours-là, c'est l'éthique et la volonté de ce personnage qui, à partir de rien ou de si peu, a vaincu toutes les contraintes coloniales, de l'ignorance, de milieu modeste, conservateur, qui aurait pu lui barrer toute prétention, toute espérance d'intégration dans la vie rationnelle. Ceci, je raconte réellement des histoires très pratiques et très concrètes qui m'ont été données d'observer sur le terrain, et en même temps il y a une certaine éthique. C'est-à-dire que tout en se disant je suis artiste, je ne peux pas me permettre de prétendre, moi, dirigeant une organisation politique. Pour autant, il ne s'est jamais défaussé habilité derrière cette fonction artistique pour dire je ne m'investis pas dans le champ politique. À chaque fois qu'il a été sollicité dans des situations à risque, et je peux vous dire, en tant que jeune étudiant, nous n'étions pas ce qu'il y avait de plus calme ni de plus pondéré à l'époque. Il a répondu présent. Lorsque Boundir, sur recommandation, je l'ai appelé après la publication de ce livre, sur recommandation de Mouloud Qasim, qui habite de service Silonné, a interdit à Tawsa Amrouche de chanter au festival panafricain. Après que Reda Maleki, l'ambassadeur ici, lui dit vous pouvez y aller, je n'ai pu que l'amener à la cité universitaire de Benatoul pour chanter. Et un des rares adultes, en tout cas un des rares chanteurs de sa génération à avoir accepté de venir monter sur scène pour l'assumer, c'était Chérif Khadem.
Encore une fois, il ne s'agit pas de juger les gens qui n'ont pas pu ou voulu venir, parce que c'est facile maintenant. C'était dur, Bourdieu ne faisait pas de cadeaux, lorsqu'il fallait sévir, il savait sévir. S'il a éliminé Khidr, patriarche du mouvement national, Ahmadi Doukrim Belkacem, signataire des accords d'Évian, qu'il a fait étrangler à Francfort, ce n'est pas un artiste qui lui aurait posé problème s'il fallait sévir. Eh bien, il est venu. Et en même temps, tout en assumant les démarches auxquelles on l'associait, il a toujours refusé de s'engager dans un cadre partisan. Mais il était dans notre dynamique de bout en bout. Je me rappelle, je raconte par menu détail, le jour où je l'ai présenté à Mouloud Maamri, c'était assez émouvant. Del Mouloud recevant un chanteur kabyle, pensant le mettre à l'aise, lui parler en kabyle. Chérif qui voulait lui dire qu'il n'était pas simplement le chanteur kabyle analphabète qui grattait la mandoline, qu'il était un artiste qui pouvait à sa manière apporter aussi une plus-value au combat identitaire, lui répondait en français, avec un accent chantonnant comme tous les gens qui ont appris tardivement la langue. Et il y a eu donc, je vais essayer de décrire du mieux que j'ai pu, ce moment étrange, très ambivalent et très ambigu des gens qui sont à la recherche de l'affirmation de leur propre identité, mais qui doivent passer par la langue, une langue consacrée pour être crédible, parce que la langue que l'on veut défendre a été, elle, reléguée par l'histoire. C'est absolument extraordinaire, ce moment. Et depuis, à chaque fois que nous l'avons sollicité dans nos expulsions, on n'était pas toujours tendre avec le pouvoir, il n'a jamais dit non. Donc, c'est cette alchimie de l'émigration où il faut à la fois assurer une protection sociale des siens, en organisant des constructions de carrière, des formations quand elles étaient possibles, sans perdre de vue le destin de sa propre communauté, qui fait que Chérif Khedem est un cas exemplaire dans ce cas-là. Et j'ajoute que je ne l'ai jamais vu se laisser tenter par un quelconque signe d'exposition, d'un signe extérieur de richesse. Et pourtant, à la fin, il aurait pu se permettre. Nous connaissons les chanteurs, ici comme ailleurs, ce sont des gens extravertis, hypersensibles, ils aiment bien les bagues, les machins, les dons noirs et tout le reste. Il est resté très sobre, parce qu'en même temps qu'il construisait un cursus académique sur le plan musical kabyle, il savait que s'il voulait tirer vers le haut la sensibilité artistique de sa communauté, il devait absolument être un citoyen parmi d'autres, dont le fonctionnement social ne heurte en rien la cité, la collectivité. Et c'est extrêmement intéressant à observer de voir que cet homme, dans son vécu quotidien, j'ai mis un chapitre que j'ai appelé quotidien, la vie quotidienne de Chérif Khedem, qui s'est imposé un vécu à la limite du sacerdoce, a réussi à être ce que Jaoud a appelé en parlant de Chérif Khedem l'enfant turbulent de la chanson kabyle. Et lorsque vous parlez avec des gens qui l'ont approché, je vais citer un témoignage de Ben, lorsqu'il était mort, en disant cet homme qui a été dans une zaouïa n'a pas cherché à chanter la mort, comme on apprend à le faire, il a chanté la beauté de la femme et son espérance. Alors maintenant, sur le contenu aussi de son répertoire, je ne parle pas de Ben, parce que Ben, il est de notre génération, et on a grandi dans la lutte identitaire, il était normal que sa production poétique, par ailleurs très belle, soit plus directement en phase avec le combat que nous menions. Chérif Khedem, il était d'une génération avant, il aurait pu ne pas chanter des choses qui soient, disons, en symbiose avec les thématiques autour desquelles nous nous regroupions. Et bien, quand vous prenez le répertoire de Chérif Khedem, vous voyez aussi qu'il recoupe, à peu de choses près, l'évolution de la maturation de l'émancipation politique de la société kabyle et plus généralement algérienne. La rusticité tout à fait élémentaire des premiers chants recoupe l'état de désarroi au début des années 50 dans lequel évoluait le mouvement national. Dès l'indépendance,
الحجاب التحريت شو الحجاب التحريت اللي ما تكسبين صراحة الجاف وحالك الجاف c'est bien قبل كي ولا شلا قريبا 61. Dès que l'indépendance est arrivée, on sent que la production était en train de refléter les ambitions, des demandes légitimes de la société. Dès qu'il a rencontré la génération qui gravitait dans le coup de Mouloud Mamri, on a entendu encore un autre palier portant sur la problématique identitaire, comme les libertés d'expression. Il a eu la question écologique. Je ne sais pas si vous connaissez une de ses chansons, c'est une chanson sur l'écologie avant l'heure. Etc. Bon. Je vais ouvrir une parenthèse parce que je ne résiste pas à la gourmandise de la raconter à propos de l'écologie. Il y a quelques années de cela, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il y a un financement du PNUD qui est destiné à traiter les ordures ménagères, qui est une industrie très complexe. Donc on a réussi, grâce à beaucoup d'amis, à capter ce financement de 3 fois 8 millions de dollars. Mais ce qui était très important, c'était la formation. C'était même pas la somme, c'était la formation qui devait suivre derrière. Évidemment, s'agissant de la Kabylie, le pouvoir l'a bloqué. Et j'avais violemment attaqué, à l'époque, le ministre de l'Intérieur qui était Zaloumi. Attends, c'était Ouihia qui l'avait bloqué. Comme quoi que voilà, les minoritaires, quand ils migrent vers d'autres causes, sont toujours les plus toxiques. Il est au noir, maître aussi de Label, mais voilà, je lui ai expliqué pourquoi la Kabylie est devenue une poubelle à ciel ouvert. Il y a un rayonnement, on peut le dire. Vous ne pouvez pas faire 200 mètres sans voir une poubelle sauvage, il est à je lui ai raconté. Depuis à chaque fois qu'il voit une poubelle à ciel ouvert, il a chanté aussi l'écologie. A chanté aussi l'écologie. Donc, en suivant la nature dans son répertoire, lorsqu'il est arrivé la révolte du silence, c'est sur la censure, etc., c'est un bon repère dans l'histoire de la collectivité émigrée. Mais je pense que lui aussi n'a réussi à jouer le rôle qu'il a joué qu'on se forme ici, et lorsqu'il est revenu, il a entendu aussi les besoins de sa collectivité. Je crois que, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est ce qui m'a amené à lui consacrer cet ouvrage, et que sa leçon de vie peut parler à la jeunesse. Parce que lorsque vous repartez, en tout cas beaucoup d'entre vous, on se repart en Algérie, la plupart du cas, quand vous voyez un jeune, ils vous disent il reste rien, on ne peut rien faire, c'est foutu, etc., etc. Et de dire voilà un homme qui lui aussi avait toutes les raisons de renoncer, milieu modeste, conservateur, orienté vers le Zerbier, qui a fini par devenir la figure emblématique de la modernité, eh bien ça peut être à la fois une leçon sur le plan éthique, une leçon du politique, mais en même une excellente pédagogie pour l'accomplissement de soi, étant entendu qu'une vie, c'est lui qui le disait, n'a d'intérêt que si, outre le confort qu'elle apporte aux concernés, elle sert d'exemple ou de soutien à celle des autres. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce que, à mon avis, le débat qui devrait s'engager dans la communauté immigrée. Je n'ai pas de recette du tout indiquée à vous dire, mais il me semble qu'il y a une situation inédite, qu'il y a une forme de combat qui est en train d'émerger là-bas. À la base, c'est vraiment des luttes citoyennes qui sont en train de se construire, que le pouvoir, lui, qui ne construit pas, mais qui sait très bien détruire, a tout de suite repéré le danger que représentait cette forme de mobilisation. Il est en train de les réduire quand il ne les interdit pas. Ça ne réussit pas toujours. J'étais à Bougie dernièrement, ils ont voulu annuler une conférence sur le recul, mais il voit le danger de cette forme de culture citoyenne qui s'émancipe des corruptions claniques et qui démembre la société. Et c'est à mon avis à partir de là qu'il faut intégrer une stratégie pragmatique, et c'est probablement sur ça qu'il faut réfléchir pour que l'immigration, cette fois encore, puisse jouer sa mission historique. Je vous remercie.
Merci Saïd Saadi. On va vous donner la parole. On a à peu près une petite demi-heure pour écouter vos questions, si possible vos questions. Et peut-être parfois des commentaires, mais on va peut-être privilégier les questions. Juste une petite précision. Est-ce qu'il y a un micro? Pardon. Non, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a un micro? Non, parce que c'est enregistré, Ben. Pour, ça arrive. Voilà, Ben. Juste une petite précision, quand tu as parlé de niqab, tu as dit que le niqab actuel, non. À l'époque, le niqab actuel n'existait pas en Algérie. Ça fait partie des importations qui étaient dans le bruit. Et à l'époque, c'était la petite voilette blanche. Parfois, elle était noire, parfois, c'était juste à Constantine. Et la couleur est importante aussi, parce que le niqab de l'américaine est comme toutes leurs idées. Voilà. Non, c'est pas pour polémiquer, mais dans la chanson, tu l'as dit exactement ceci. Fatah il-Gab Douhaïch. Fatah il-Gab Douhaïch. Non, mais ça veut dire que déjà, je pense qu'il voyait le niqab qui existait ailleurs et qui risquait d'aller. Le vers, c'est celui-là. Fatah il-Gab Douhaïch. Il a cité, mais c'est vrai qu'à l'époque, en Algérie, le niqab n'existait pas, mais il existait ailleurs. Oui, alors on va prendre les questions par série. Merci docteur, merci pour tout ce que vous faites pour la culture en général. Moi, ma question, elle concerne, donc quand j'ai vu la préface de votre livre, il y a un moment où vous disiez que l'œuvre de Cherif Khedad, l'apport qu'elle a apporté, c'est le troisième pilier de la culture berbère, quatrième. Je voulais savoir, est-ce que c'était pas aussi ce que leur reprochait, parce que, bon, ils ne sont jamais touchés à la valeur de la personne. Il a travaillé un peu à la radio depuis 63 jusqu'à les années 70. Ça a été un petit moment très crucial pour la culture berbère, où il a intégré quand même un système pour souvent, pour beaucoup de gens qui ont considéré comme pas une trahison, mais peut-être un départ vers l'autre. Notamment, peut-être à vous de confirmer, vous êtes plus investi sur le travail que moi. Il y a même Slimane Azem apparemment qui est su qu'il n'y avait pas les enfants de Galazé, et notamment Slimane Azem qui en a chansonné Aqsad Bamqa pour Samuel Hajakoum, qui a été un appel contre le Cherif Khedad. La deuxième, elle est plus un peu plus littéraire. Je voulais savoir les côtés que Saïd Saadi là en Algérie, dans la lecture des gens, est-ce qu'ils lisent Saïd Saadi, est-ce qu'on a aujourd'hui un bon apport à la lecture, parce qu'on lit en Algérie beaucoup, est-ce qu'on lit beaucoup Saïd Saadi? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième, elle est plus politique. On ne peut pas vous empêcher de vous voir et de ne pas penser à RCD, peut-être par nostalgie. Je voulais savoir la relation de Saïd Saadi de RCD. Et je vous remercie. Alors, on va en prendre 3 ou 4 et puis... Oui, Majid, c'est bien Majid, oui. Saïd, je te remercie pour ce exposé limpide et clair. Il est intéressant, mais néanmoins, il souffre par certains aspects. Il y a, je ne sais pas, est-ce que c'est volontaire? C'est là ma question, ma première question. Vous avez parlé un petit peu de ce qu'a fait l'immigration après 62 dans la militance, particulièrement culturelle, mais vous n'avez pas parlé quand même de l'Académie berbère. Ce qu'a fait, c'est un point d'art. C'est quelque chose de très très important. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous avez parlé du groupe de Vincennes. C'était quand même l'Académie berbère qui était à l'origine de cette création du groupe de Vincennes. Eh bien, tout ce qu'elle a fait, bien sûr, l'Académie berbère. Et ma deuxième remarque, c'est beaucoup plus une remarque qu'une question. Vous avez
là, parler, pousser à ce qu'on aille sur le terrain de la lutte citoyenne, donc sur cette lutte, je dirais, immanente, carrément, aller auprès des villages. Et il me semble que ce travail a été toujours fait. Malheureusement, on était sur, je dirais plutôt, des galères, des luttes un petit peu politiques par le sommet et tout ça. On a évacué tout ce travail, disons, qui a été fait et qui se fait d'ailleurs, hein, vous l'avez bien souligné, de tout ce travail de fourmi qui se fait au sein des villages. Et ça, je pense, vous avez bien fait de le souligner, et moi personnellement, justement, j'appelle toute cette lutte qui nous concerne à ce qu'on aille justement dans ce sens. Et là, il faut quand même interpeller les partis politiques actuels qu'ils vont essayer de venir sur toute cette décentralisation, un autre projet qui sera valable peut-être pour toute l'Algérie. Moi, je parle bien sûr de ma région qui me concerne, que je connais assez bien, c'est la capitale. Bon, peut-être ça va être un exemple pour d'autres régions. Merci. Alors, une troisième question, là-bas, j'ai vu une main se lever. زولك في الأول نزول دكتور سعيد سعدير تنزلت براكات ديال ما غادي يخدم ستمازيغ في لو ليبر كيمشي خدام خاطر بغيتو الانسان الا مزوالو يخدم البروميير رومون ستمازيغ اي بي يا une chose qui me préoccupe à l'heure actuelle خاطر avoir problème turc les Kurdes je veux dire éparpillés un peu partout, divisés par évidemment plusieurs groupes, plusieurs partis. Évidemment, dans 2-3 jours, ils vont faire des élections pour une république kurde en Irak. Donc, ça me fait peur que cette division se reproduise chez nous en Algérie, en particulier au Kabylie. Apparemment, on est trop divisés. Hein. On ne marche pas sur un seul pied. ممكن يهون مكان يفهم هل يخدم مكان بارتي وحده سنضربوا وحده avec plusieurs patois, ce qui est grave, on avait commencé par une langue berbère sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, et on se voit évidemment nous lesquels qui est le plus intéressé, le plus convaincu, qui cherche vraiment à nous inventer des patois, des dialectes, plusieurs peuples, et ça c'est grave pour nous. Voilà, je préfère m'arrêter là, D'accord. Alors, une autre question, et puis on reprendra une autre série tout à l'heure. En fait, c'est juste pour continuer un peu dans le même sens que l'intervenant juste avant, parce que bien sûr, même à un certain moment, vous avez même évoqué certaines initiatives en Kabylie qui viennent de la société civile, et j'aimerais savoir en fait votre projet de la Fondation Afoud, que me semble, même l'objectif de cette fondation-là va à peu près aussi dans ce sens-là. Donc j'aimerais savoir ce que vous en êtes avec cette fondation. Et puis on reprendra une autre série tout à l'heure. Bon, d'abord, la question d'un jeune qui disait dans la préface du livre, j'évoquais le rapport de Cheikh Khadem parmi d'autres. Les autres, ils ont parlé d'eux-mêmes. C'est-à-dire, Cheikh Khadem, ceux qui ont connu ça, dans ce qu'il a, à mon avis, de plus précieux à offrir à la société, n'a pas parlé. C'est ça, la manière de concevoir les choses, la manière de penser, de réfléchir, de s'impliquer. Je n'ai par exemple jamais entendu revendiquer le fait qu'il soit venu contre Boundine, à Bnakous, soutenir dans sa marche. Donc il fallait mettre en lumière tout cela, et c'est à ça que j'ai dédié ce livre. Je ne vais pas vous raconter toute la série de choses restées confidentielles que de mon point de vue, il fallait restituer à la mémoire collective. Le livre,
Il y a une partie évidemment qui relève des témoignages de ce que j'ai vu, mais la plupart du reste, ce sont des gens qui l'ont connu. Je cite pendant des pages et des pages de Mohamed, Majid Bali, Tahar Boujdi qui est là, qui l'a accompagné toute sa vie durant, je crois qu'il y a une quinzaine de pages qui le concernent, mais il me semblait important de rester. C'est comme ça que Michelet a construit l'histoire de France avec des choses qui n'avaient même pas existé. Nous, notre devoir, c'est de mettre à la disposition de la mémoire collective et donc de l'avenir de nos enfants des choses qui sont factuellement vraies. On n'invente pas, donc c'est notre responsabilité. Alors j'entends bien cette question, je dis, je comprends votre remarque aujourd'hui. C'était, Ben le dira mieux que moi parce que moi je suis intervenu à la radio de manière épisodique, Ben y a été plus longuement et de manière plus constante. C'était le travail le plus difficile à faire. Et je le dis dans un des chapitres du livre, avoir réussi à transformer une radio qui était destinée par le pouvoir, conçue par le pouvoir, pour être le cercueil d'une langue que par ailleurs il pollue par des producteurs qui massacraient la langue, etc. Et venir en permanence sur la ligne des crêtes pour faire passer des choses qui soient à la fois audibles sur le plan politique par la collectivité kabyle et qui puissent passer, parce que censure, il y en a eu des émissions qui ont été bloquées, c'était un combat de tous les instants. Donc je comprends aujourd'hui évidemment, il y a des radios partout, il y a des télévisions partout. Les radios de Doula, ça ne se passait pas du tout comme ça. Alors à ce moment-là, même le Koul Mamer, il était dans l'université algérienne qui était sous l'égide des ministres Boumdian. Donc faites un peu attention à cette radicalité un peu instinctuelle. Ce n'est pas une forme d'accusation. Non, je ne veux pas. Non, je comprends très bien. Non, je vous invite simplement à une chose. Vous avez le droit d'accuser, c'est pas ça le problème. Il ne faut jamais juger quand on parle d'histoire. On parlait hier encore avec Mohamed à propos de la guerre de libération. Pourquoi il est passé, il aurait fallu que c'est infiniment plus compliqué que ça. Mais en même temps, il faut absolument ne pas tomber dans le tabou. Dès lors qu'une chose est publique, nous sommes en droit de la connaître. Mais on n'est pas là pour juger. Personne d'entre nous ne peut dire comment il aurait réagi s'il était face à Massu dans la bataille d'Alger, etc. Donc il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'éclairer les situations. Mais si jamais on tombe dans ce truc-là, il n'y avait qu'une chose à faire. Soit on faisait des poseurs de bombes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu ce que ça a donné. On rentrait dans l'action violente, et c'était tout bénéfice par le pouvoir, parce que c'est flatis. Soit il fallait s'installer dans la durée. Et c'est ce qui manque à la communauté kabyle. Et les islamistes. Il est capable de se battre pour une cause dont il sait pertinemment qu'il ne verra pas les fruits aujourd'hui. Donc, il faut absolument accepter de travailler en âme et conscience sur le long terme. Fernand Brodel, qui est spécialiste de la Méditerranée, disait que c'est le temps long qu'il faut investir si on veut durer. Mais sinon, à l'époque, il ne fallait pas aller à l'école, il ne fallait pas aller à la mairie pour ramener, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la mairie pour rendre un extrait de naissance. Je veux dire, remettez-vous dans le contexte où se déroulent les événements, c'est le meilleur moyen d'avoir l'opinion la plus proche possible de la réalité. Moi, j'ai connu des gens qui étaient des fonctionnaires dans le système politique de Boumediene, et je peux vous dire qu'ils souffraient plus que nous tous. Ils essayaient de limiter la casse de l'intérieur, c'était pas toujours évident. Et puis nous, au moins, quand ça nous démangeait de temps en temps, on disait eux, non seulement ils devaient rester intègres, vigilants, disponibles, et en même temps ils étaient parmi les loups. Donc c'était pas. Tout ça, ça a fait partie des résistances qu'il faut nous apprendre à mieux connaître. Alors l'affaire Slimane Azam, moi je ne suis pas là ni pour colmater ni pour encenser. Il faut apprendre à lire les réalités telles qu'elles nous sont données. J'ai appelé Kamal Hamadi Ben Mohamed là, on a passé à Kamal Ben Mohamed parce qu'il fait partie d'une des personnes qui a accompagné chez les Christians de la nouvelle génération, donc il a très bien vécu toutes ces histoires-là.
Vous lirez dans le livre l'ensemble des témoignages que j'ai récupérés là-dessus, y compris d'ailleurs ce que m'a dit Ben Mohamed, je l'ai rapporté. Je leur ai dit, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je note, vous ne trouverez que des témoignages écrits. C'est absolument pas ce qu'on dit réellement, etc. J'ai écouté plusieurs avis, j'ai essayé de ramasser le maximum d'informations. Il y a eu une forme, non pas d'animosité, parce que Miocène, contrairement à ce qu'on a dit, ils se sont pratiqués d'un gué Miocène, où j'ai lu un livre, c'est délirant, hein. Ils se sont rencontrés 2 fois. Youn pendant 10 minutes, chez Hrchef, donc, qui était chargé du portefeuille de la musique algérienne, et une autre fois à Radio Paris, 2 fois, Miocène à Madrid. Je pense que ce qui posait problème à Cheikh Fredem, mais ça c'est là pour le coup, alors c'est mon interprétation, donc il y a peut-être les sujets d'interprétation. Ces manazim, c'était un aède de génie. Le verbe, la puissance du verbe, c'était un peu si Mohamed de son temps. Cheikh Fredem, dans un premier temps, d'ailleurs vous le voyez quand vous écoutez sa poésie, Ben le dira mieux que moi. La poésie, c'est un élément secondaire. Il a d'abord investi la musique. Et lisez un très bel article de Tahar Djaoud là-dessus, chez Fredem, justement, qui confirme tout à fait cela. Il voulait absolument émanciper la musique kabyle, et comme il disait lui-même, mon ambition, ce n'est pas de folkloriser la musique, mais de moderniser le folklore. Et Slimane Azam, il était dans le registre classique kabyle, quand même, sur le plan musical. D'un bouquin, il investissait le verbe. La musique, c'était un accessoire de support sans plus. Et j'ai cru quand ça, il ne répondait jamais. Hein, même avec vous lirez tout ça dans le livre. Il n'était pas du tout dans l'invective parce qu'il était très réservé. Il voyait dans Slimane Azam une légende vivante qui risquait de reproduire la musique kabyle dans le classicisme traditionnel et qui aurait empêché l'école de modernisation qu'il voulait avoir. Mais la chanson faites attention un peu au ragout. Alors, je vais prendre un peu de temps, mais je vais quand même vous dire une anecdote. Le 3 juillet passé, j'étais invité par la bibliothèque du Tiers-Monde pour ce livre. Il y aura dit une manifestement provocateur. Et qui est chez les frères, Slimane Azam, la Hassoun, etc. J'ai des problèmes, mais ça revient, mais ça revient. الصغير أثنوا يعطيت تأخذ وبعد راسك غوالي وغالي الشيء ولكن إناكي بجميع الناس عندنا إناكي كراعي بزرايب بالمحمد بزرايب بالسنة إناكي بالمحمد il a des documents contre lui des films الحصن des enregistrements etc. الناس مش بالمحمد اللي ثلاث نشاطات يقولون كي لا حبيبي يا نروح على زرايب يقولون الناس ما كي et bien voilà il a essayé de lancer sa boule puante ça n'a pas marché ou bien il est sorti de la librairie. Il faut faire attention un peu, vous êtes jeune, donc il faut faire un peu attention à ne pas réveiller les ragots. Mais il faut absolument tout essayer de savoir. Ce qui est public, il n'y a pas de raison que ça reste caché. Est-ce qu'on lit en Algérie? La réponse est très clairement oui. Plus en Kabylie qu'ailleurs. Il suffit de voir le nombre de librairies. Mais est-ce qu'on me lit? Oui, le livre sur Arméroche, c'est le livre le plus vendu de l'Algérie indépendante. 60 000 exemplaires dans un pays comme l'Algérie, c'est beaucoup. Ouagui, on va devoir aller probablement assez rapidement vers la troisième impression, sachant que celle que vous avez d'ailleurs, c'est la deuxième impression. Malheureusement, il y a des contraintes techniques terribles. Le pouvoir algérien n'a jamais eu pour volonté de favoriser une édition libre et crédible. Parce que si vous favorisez l'édition libre, ça veut dire que vous avez la liberté de penser, d'écriture, etc. Vous savez très bien que ce n'est pas tout à fait dans cette trajectoire-là que le régime algérien essayait d'orienter les goûts littéraires des gens.
Et vous êtes obligé de suivre. Lorsque vous faites un livre, vous êtes obligé d'être à l'imprimeur, le papier. J'ai été obligé de suivre jusqu'à l'imprimerie, le papier, pour pas qu'on fasse des papiers magazines, donc c'est des trucs bêtes. Donc, il y a un handicap terrible chez les éditeurs, c'est les héros, ceux qui travaillent encore dans le livre. Moi, je pense qu'un jour, il faudra leur faire un statut collectif au minimum. Mais oui, les gens disent, malgré l'arabisation, ce qui est vrai, c'est que la jeunesse, c'est-à-dire 25 ans d'officiel, ils ont été mutilés par l'arabisation et l'islamisme. Et donc, ils ne maîtrisent pas la langue, ce qui est déjà un vrai problème. La deuxième des choses, c'est qu'étant privés de la maîtrise de la langue française, ils n'ont même pas accès aux sources de réflexion critique. Le nationalisme arabe, les houds, etc., le khabith, voilà. Donc voilà à peu près la grande culture algérienne dans laquelle on a fait macérer nos enfants de manière assez criminelle. Parce que j'ai fait une statistique sur 676 cadres algériens à l'époque, il y avait 672 qui n'avaient pas mis leurs enfants dans l'école publique. Soit ils étaient dans les écoles père blanc, qui étaient remarquables, à part ça, le qui n'avait pas passé ce que je déplore d'ailleurs parce qu'ils avaient un excellent enseignement. Soit ils étaient au lycée Descartes, qui était un lycée français, il était basé à Alger, mais il était géré par l'Académie d'Aix-en-Provence. Soit ils étaient à l'époque dans des écoles privées, il y en avait encore quelques-unes qui étaient très bonnes, soit ils étaient en bourse à l'étranger. Mais les frères Bondi étaient chez les pères blancs. Les frères Bouteflika dans Saïdagui étaient chez les pères blancs. Le fils Boussouf était chez les pères blancs. Le fils Yahyaoui, celui qui en a fait jeudi vendredi pour des raisons arabo-islamiques, il était chez les pères blancs et j'en passe. Donc c'est une démarche qui consiste à faire une espèce de boucherie de l'enseignement pour que le peuple ne puisse jamais redresser la tête. C'est tout à fait intentionnel, c'est pas une... Et c'est vrai donc, pour répondre à votre question, que les jeunes lisent malheureusement beaucoup moins, mais pas par envie, mais parce qu'ils ont été mutilés. Mes relations avec le RCD, alors, je vais le redire encore 106 fois, ça fait 5 ans et demi que je suis sorti, je n'ai absolument aucune relation organique avec le RCD. Voilà. Ils sont grands, c'est une nouvelle génération, ils feront leur chemin, ils géreront leurs choses comme elles sont. On ne se retire pas pour pouvoir essayer de tirer les ficelles de derrière les rideaux, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas efficace de toute façon. C'est pas parce que j'ai des carrés qui m'appartiennent. Il faut en finir avec cette idée qu'une responsabilité politique est un métier. Moi, mon métier, c'est médecin psychiatre. Responsabilité politique, c'est une fonction. Elle commence un jour, elle s'arrête un jour. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux vous donner l'adresse, vous allez vous renseigner. Académie berbère dans la problématique migratoire. Non, quand j'ai dit après l'indépendance, évidemment, il y a des gens qui étaient à Vincennes et qui étaient dans l'Académie berbère. J'ai commencé par un que je connais un peu, c'est mon propre frère, donc je ne pouvais pas l'avoir oublié. Il faut éviter les questions polémiques et ça. On est toujours là à vouloir dénicher le truc qui vous prenne en défaut de quelque chose. Non, je vais pas. Il y a autre chose. Il y a des gens qui sont installés. Il y a un noyau remarquablement dynamique qui s'est installé à Grenoble. Je ne pouvais pas. Moi-même, j'ai reçu le bulletin de l'Académie berbère pendant très longtemps. Bien sûr qu'elle a eu un apport décisif, au moins sur le plan symbolique, dans l'idée de la construction identitaire dans l'immigration. Mais ceux qui nous ont nourris au pays en nous faisant parvenir de la documentation qui traitait du sort des peuples minorés après la décolonisation, ceux qui avaient une surface de contact suffisamment importante avec les relais d'opinion d'avis qui soient dans le milieu associatif, qui soient dans l'enseignement, qui soient dans le milieu journalistique, c'était bien évidemment le groupe de Vincennes, parce qu'il a d'abord plus duré, et puis quand c'était des étudiants qui avaient des professeurs, c'était plus facile pour eux de porter, de relayer le combat qu'on menait là-bas. Et puis on appartenait aussi à la même génération, qui sociologiquement était plus facile c'était plus homogène, du point de vue de la sociologie. Alors, autre question polémique, je n'ai pas très bien compris le fait que je dise qu'il est important que des luttes citoyennes
moderniser autour de la lecture, comme les cafés littéraires, autour de l'environnement, ce serait une manière d'insulter les comités de village. Je n'ai pas très bien compris où était. J'ai dit que moi je me félicitais que ces regroupements citoyens adaptent leur fonctionnement et les thématiques qu'ils soumettent à débat dans le village soient actualisées, modernisées, etc. etc. Mais je n'ai pas opposé les unes aux autres. Je n'ai pas bien saisi le... Alors la récurrence, elle est là. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce qui amène les partis politiques là-dedans. Les partis politiques, ils doivent exister. Heureusement qu'ils doivent exister, les partis politiques. Ils ont des programmes, ils concourent dans des élections. Pourquoi faudrait-il encore une fois être toujours dans l'affrontement horizontal systématiquement? Une chose doit nécessairement s'opposer à l'autre. Il y a un militant qui a envie de s'investir dans une section d'un parti politique. Vive, moi je l'encourage. Mais ça n'empêche pas d'être un citoyen, de s'investir dans le village, de travailler je sais pas, à la création d'un centre culturel ou à l'animation etc. Mais ce n'est pas antinomique. Moi, je ne suis pas de ceux qui diabolisent les militants politiques. Hein. J'ai été, je sais ce que c'est. Je sais bien que tout le monde dit les politiques, c'est des vicieux. Je connais la chanson. Je tire le chapeau aux gens qui continuent à militer face à un régime pareil. Mais ce n'est pas en opposant l'action politique à la question associative qu'on va. Pourquoi faut-il que les choses soient, alors qu'elles sont éminemment complémentaires? Est-ce que les partis politiques vont récupérer, une fois de plus, un mot intelligent, vont récupérer des activités des villages? Dans tous les pays du monde, les partis politiques exposent des programmes, on adhère ou on n'adhère pas. On peut récupérer bien. Dans mon appel ouest, on était à l'UMA, en Kabylie. Parti unique, l'UMA est une organisation de masse, dirigée par le FLN. Il est dirigé les femmes, les architectes, l'Union des médecins algériens, etc. Bon, évidemment, on voulait protéger le code déontologie, le code d'éthique, que beaucoup en avaient enlevé, et on a heurté, on s'opposait de ce fait. Projet du pouvoir. Et bien, s'il nous a rassemblés, le responsable du FLN, c'est pas là. Il n'est qu'attention, mesdames, messieurs les pharmaciens et les médecins, il y a des risques de connotation politique. Regardez ce FLN, parti unique, ça fait l'artiste, il nous reproche. Je dis, on va aller où à diaboliser? Il est normal qu'il y ait l'action politique, c'est normal, c'est une chose légitime, les gens ont payé pour qu'il y ait pluralisme politique, alors on s'investit, on vient dans le parti unique, et puis c'est le moyen. Il faut faire un peu attention à ne pas relayer, en pensant d'ailleurs quelquefois de bonne foi faire servir la démocratie, des propos qui peuvent être assez délétères par ailleurs. Est-ce que ce livre va être traduit sur Mazir? Youssef, tu le traduis, il y a que le droit d'auteur. Il ne faut pas non plus demander aux mêmes personnes de faire. Pourquoi est-ce que c'est aux mêmes personnes de faire? Nous sommes tous concernés par j'ai encore 4 livres sur le chantier actuellement. J'ai écrit un livre qui me semble important à lire parce que c'est un syndrome de Stockholm à l'envers. Quand il y a un tensionnaire qui est venu craquer devant moi, c'est pour dire que c'est faisable, que c'est possible, mais bon, vous n'avez rien à dire, je ne sais pas. L'histoire kurde. Parlons-en justement, tiens, parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui à organiser le référendum. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire des Kurdes. D'abord, ils ont été fracassés à la naissance de la Société des Nations, répartis entre l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie. Donc c'est un même peuple. Et il y a des intérêts géopolitiques qui malheureusement échappent aux principaux concernés. Mais regardez la communauté kurde, comment elle est remarquablement organisée ici et en Allemagne, avant d'arriver à servir sa communauté sur le terrain pour aller vers un référendum. C'est long, c'est lent, c'est compliqué ces choses-là. L'emballement, la précipitation, la caricature, le raccourci, ça veut dire au minimum bloquer la revendication qu'on est censé servir, au pire la pervertir, voire même la desservir. Donc ça fait maintenant presque 100 ans que la Société des Nations est lancée et que les Kurdes sont en train, pierre par pierre, réunion par réunion, avancer et recul,
construisent la réflexion, le débat et ce n'est pas gagné. Donc, vous avez raison, c'est une excellente expérience qu'il faut savoir méditer. Fondation Afou. J'ai commencé par dire que ce qui fait, à mon avis, le plus peur au pouvoir, c'est lorsque le citoyen n'est plus dépendant de l'administration, qui n'est pas un outil mis au service de la société, mais un instrument de contrôle du citoyen. Et lorsqu'il voit que les gens se prennent en charge, il s'affole parce qu'on n'est plus dépendant de lui. Et la Fondation Afoudagui, je vous invite à regarder sur ma page Facebook, vous verrez tout l'exposé des motifs, elle partait du principe qu'en rationalisant les potentialités existantes chez nous, y compris sur le plan agricole, on pouvait considérablement limiter la dépendance économique des citoyens. On pouvait aussi protéger l'environnement dans lequel nous évoluons, et en même temps, parce qu'elle était destinée au patrimoine matériel et immatériel de la Kabylie, évidemment ils l'ont bloqué. Alors maintenant, c'est la rente. On va aller devant la justice parce qu'il faut que je paye un procès pour pouvoir les attaquer. Ils ont violé la loi en me refusant le droit de m'associer, ce qui est reconnu par la Constitution. Et j'espère qu'on ne va pas me dire que j'ai été dans la justice comme de la fabité. Voilà. Mais non, plus sérieusement, dès qu'ils voient qu'une initiative pousse à l'autoprise en charge, à l'émancipation des citoyens, ils savent. Mais la fracade, mais la soit mais la خدمة يوكل إمدانا أدرف الإيمان نسل أسنف نفوس. Là, évidemment, on a franchi la ligne rouge. Mais on va y arriver. Seulement, il faut savoir que c'est une patience, c'est un temps long. Il faut accepter de se battre. Je suis un bon client de leur justice. Il faut aller devant la justice pour, au minimum, démontrer que leur justice est une justice asservie, etc., etc. Donc, il faut accepter que lorsqu'on travaille pour l'émancipation démocratique, on investisse le temps sur des durées, on peut ne pas voir les résultats de son combat. Il faut accepter cela. Et Gochteki, les islamistes, Voilà, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc je vais prendre 2 ou 3 questions sans plus. Le micro là. Oui. Bonjour Saïd Sadi. Juste pour, je suis tout à fait d'accord sur le fait que beaucoup d'Algériens qui sont partis dans l'est de la Méditerranée, mais beaucoup aussi sont allés à l'ouest, notamment au Maroc, et même la monarchie avait des précepteurs algériens, notamment Kabyle, Mohamed V, on a eu quelques-uns d'ailleurs, et d'autre part, beaucoup ont essaimé dans l'administration coloniale française, donc comme ils étaient francisés. C'est juste une petite constatation. Alors, ma question, vers les années 30, il y a eu un propagandiste libanais, Chekib Arslan, qui avait beaucoup dominé les nationalistes nord-africains, notamment Messaïd Haj. Et ma question, pourquoi il n'y avait pas de personnalité qui puisse s'illustrer dans la dimension culturelle tamazight et qu'il a fallu attendre le congrès de Yacoulé? Alors, là, par là, on va parler. Quelques petits mots pour ce que j'ai été en tant que témoin par rapport au sujet de la politique. Je suis immigré en France depuis 1970, fin 70, et depuis que j'étais là, depuis que je suis arrivé, jusque pratiquement maintenant, je me suis occupé de militer autant que je peux pour ce qui va un peu, nous semble-t-il, dans le sens du bien-être algérien, et notamment sur le plan politique. Déjà en Algérie, nous avions choisi de prendre comme moyen de lutte et de débat un relais sur la culture.
Et donc, quand je suis arrivé ici, sur la culture, et notamment la tradition orale en Algérie, quand je suis arrivé ici en tant qu'étudiant, j'ai continué cela, et pour l'information, je suis arrivé le 20 décembre 1970, et dès mai 1972, alors que j'étais étudiant à la cité universitaire Cotonou, j'ai organisé, à ma connaissance, un des tout premiers spectacles, à part ceux de l'amicale des Algériens en Europe, qui était la projection de l'UFLN dans la communauté immigrée, et quelques manifestations aussi organisées par l'Académie berbère. Je me suis occupé. Il ne reste pas beaucoup de temps. Vraiment. Donc, alors, sur cette question, effectivement, parce que la question a été posée de nombreuses fois, effectivement, nous avions choisi en tout cas, je ne suis pas le seul quand j'ai fait tout ce que j'ai fait, mais j'étais un bon représentant de. Nous avons choisi de prendre l'action culturelle comme moyen de lutte militant. Juste 2 dates. Quand je suis arrivé, tout était entre les mains de la MIGA. Jusqu'au 11, à peu près, jusqu'en 1985, où, à la mutualité, nous avons organisé une des premières manifestations pour les droits de l'homme en Algérie, notamment la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et dans cette manifestation, j'ai fini, lors de cette manifestation, l'amicale s'était retrouvée en guerre, en quelque sorte, contre l'immigration, puisqu'il y a eu des bagarres entre les militants de l'amicale et des Algériens qui étaient venus à notre manifestation. Vraiment, il faut abréger. Et c'était fini. Désolé. C'est fini. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais entendu parler de l'amicale comme organisant quelque chose. Voilà. Merci. Sur le voile noir, Constantine, c'est depuis les événements de 1945. Non, c'est pas Ahmed Bey, c'est l'ancien signe de deuil Ahmed Bey de Farouja Ousmane. Merci. Eh bien, moi, je voudrais dire d'abord que je suis ravie d'être ici, parce que c'est bien la première fois que je mets les pieds à l'ACB. Toi aussi, tu es soumise à la brièveté. Oui, je sais. Mais c'est la première femme qui prend la parole, alors vous lui laissez. Voilà. Je l'apprends de toute façon. Voilà. Docteur Sadi pensait qu'il s'adressait à une communauté émigrée. En fait, il y a des gens qui sont là, qui sont de passage à Paris, qui sont quand même venus vous écouter. Je suis ravie que vous ayez parlé du bouillonnement culturel en Kabylie, de toutes les initiatives qui sont entreprises, entre autres Racontar, le salon du livre de Boujima, le café littéraire, et j'en passe. Vous avez dit que Cheikh Fredem était voué à être imam et est devenu chanteur. Alors, est-ce qu'on peut espérer renverser les vapeurs en Algérie et qu'un jour tous les islamistes deviennent chanteurs? Vous savez mieux que moi que ce sont les intellectuels qui initient les révolutions et que c'est la population qui les porte. Est-ce que vous pensez que les intellectuels ont joué leur rôle en Algérie? Merci. Renverser la vapeur, c'est des chanteurs qui deviennent imams, et il y en a eu. Bon, toute dernière question là. Voilà, je pose une question, docteur Saadé dit faites-le vous-même. Mais je rends la liste. Alors la question est posée, la réponse aussi est là. Voilà, il dit d'ailleurs, je suis content de dire un livre de Cheikh Fredem, mais Cheikh Fredem, pour moi, il y a un caractère, il faut un trait de caractère typique au Kabylie. Je connais énormément de Micheliens, des gens, d'ailleurs, ça doit la même moustache comme Cheikh Fredem. C'est des gens, un Kabylie, ils saignent, un médecin, un psychafir, ce qu'on appelle, on regarde ce qu'on appelle أخبايدير هردز يصير تقول الباب تقول إنسان الجزء تاني وشيء هذا الرقص هذا الطريقة كاركتيرية باش كونتون الميستيكات ديجا الميستيكات السواد لا كيستيون إنه
فيلم تقدر تكتبها اسكي بس نزبرها نورمال تكتبها الله يبيضها في الحسن C'est pas une mauvaise question. Bon, alors, là, vraiment, parce que c'est une femme, hein, je fais exception. Là, au fond, pareil. Et ça sera la toute dernière, on ne peut plus. Hein. Franchement, parce qu'on doit rendre la salle. Allez, ça va être la toute dernière. Bonjour, alors vous parlez de construction identitaire. La langue berbère et ses différents dialectes représentent un puissant marqueur culturel, jouant un rôle majeur dans cette construction et cette conscience identitaire berbère. Or, en France, il y a une défaillance au niveau de cette transmission qui ne se fait pas toujours et de moins en moins. Et cela malgré tout le tissu associatif, on voit le KCB et d'autres associations, malgré tout ce que vous avez énuméré. Et c'est un problème qui se pose aussi en Afrique du Nord en général, dans les diasporas internes des pays d'Afrique du Nord. Que peut-on y faire? Et puis, tout à l'heure, pour terminer, quelqu'un vous a agacé avec une question en rapport avec votre relation avec le RCD, je vais vous agacer aussi. Alors, on dit par-ci par-là que vous êtes à l'origine de la création du RPK. Que pouvez-vous en dire? Alors là, est-ce que tu peux dire quelques mots sur le Garbouche? Parce que ça rentre dans le même... D'accord, ok. Bon, maintenant, si je dois courir à répondre à ce qui se dit ici et là, on dit, on va pas en finir. Pourquoi voudriez-vous que je crée un mouvement pour ne pas l'assumer, après m'être détaché de parti que j'ai? Là, je m'intéresse à votre intelligence, que je sais très forte par ailleurs. Hein. Donc, je vous remets face à votre inquiétude. Quel est mon intérêt à créer un parti, si ce n'est rentrer dans la paranoïa ambiante comme ça? C'est très algérien ça. Hein. Vous dites bonjour, c'est pas bonjour, attention, il n'a pas dit vous dites bonjour, il va dire va te faire foutre. Hein. Donc il faut toujours voir l'inverse de ce qui est formulé, ça ne ressemble pas. Je crois que ce qui me connaissent ça va, c'est voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le fait qu'on le dise, c'est le fait que ça soit relayé. Voilà. Alors que ça devrait tomber dans les égouts aussitôt que c'est sorti ce genre de raconte. Et puis c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui ont lancé ce mouvement par ailleurs. Hein. Mais évidemment, soi-même, on est toujours au-dessus, on voit même ce qui est invisible. Les gens qui lancent des initiatives sont peut-être que des affidés, des inféodés, des minables qui sont manipulés. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir des contenus un peu plus simples que ça. Cela étant dit, il est classique dans tous les pays, un système de pensée unique, on essaie de polluer la vie publique par ce genre de rapport. Alors, l'immigration à l'ouest. Non, l'immigration des francophones à l'ouest, dont effectivement le vieux Mahmeri, qui a été un des proches du Palais Royal, est arrivé bien après l'immigration dont j'ai parlé, qui a fait suite à la défaite au ralliement de Qatar et la défaite de Mourania. Ce sont des gens qui ont été appelés au Maroc après avoir été pour la plupart formés dans l'école française pour suppléer à la sous-administration du royaume chérifien. C'est pas du tout la même, le même type de migration. Après, au XIXe siècle, la quasi-totalité des gens qui ont fui l'ordre colonial sont partis vers l'Est. Alors, en 1920, dans les années 20, pourquoi est-ce que Chakib Arslan a réussi, on va dire, à servir, en tout cas à s'imposer comme une espèce de tuteur à Mseli Hadj? Mseli Hadj, c'était une conviction. Maintenant, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui. Il était persuadé que l'Algérie devait être un arabo-islamique, dogmatique, etc., etc. Et de là où il était, c'était un militant qui s'est formé sur le tas. Donc, une connaissance historique, géopolitique était assez sommaire. Et c'était assez commode de trouver quelqu'un
qui était déjà apparu sur la scène internationale comme étant quelqu'un qui se présentait comme un acteur pouvant diffuser une idéologie anti-impérialiste. C'est normal que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que dans la direction de l'étoile nord-africaine, qui était très majoritairement kabyle, personne ne s'est levé pour faire pièce au discours de Mseli et éventuellement proposer une alternative différente de celle que ce dernier essayait d'afficher? Encore une fois, il ne faut pas, quand on réfléchit sur l'histoire, il faut absolument éviter d'en faire un instrument d'argumentaire dans le combat présent. C'est terrible. Nous sommes en 1920. Des jeunes paysans sont arrivés massivement ici, ils essayaient de se regrouper pour survivre déjà. Il y a le mouvement communiste international qui essaye de drainer tout ce bon monde-là derrière pour des raisons de rapport de force sur la scène française, mais aussi au-delà. La question al-Nazir de 1920 n'est pas la question al-Nazir que nous portons aujourd'hui, il faut bien le dire. Elle est évolutive, elle s'exprimait de différentes manières, mais elle était latente. Autant les militants berbéristes qui essayent de faire dire à Maremach ce qu'ils veulent entendre le nationaliste et qui n'a pas dit, avait tort. Autant les chercheurs algériens qui disent dans l'intervention d'Amremach il n'y avait aucune connotation identitaire ont tort. C'est une question qui était dynamique, qui maturait au fur et à mesure, qui s'exprimait de manière de plus en plus affirmée, notamment en 1949, et puis avec l'Académie berbère, et puis avec notre génération. Mais il ne faut pas faire dire, il ne faut pas utiliser l'étoile nord-africaine pour peser sur le débat politique aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'histoire pour bien entendre ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais on n'a pas à demander avec 70 ans de recul aux gens qui nous ont précédés dans le combat de faire ce qui nous revient à nous de faire. Non, c'est pas. Il faut faire un peu attention. On le retrouve souvent, ce genre de truc. Pourquoi Flair n'a pas dit ça? Pourquoi aujourd'hui il a dit Sahara, il va parler Sahara, il va parler. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est des évolutions politiques. Elles mettent du temps, c'est des rapports de force, c'est des sommes de connaissances qui s'agrègent, qui sédimentent avant de rejaillir sous forme de programmes politiques ou de projets de société. Donc il faut avoir tout ça en tête lorsqu'on regarde, jette un regard sur l'histoire passée. Et encore une fois, chez Talouis, nous avons besoin d'un peu de sérénité dans nos débats. Nous avons besoin d'un peu de calme dans nos débats. Alors, la dernière question, la question de notre ami Farouja, est-ce que les islamistes vont tous se mettre à chanter? En un sens, ils chantent, ils allaient dans les mosquées, avec les haut-parleurs, les décibels, c'est pas ce qui manque. Non, je crois que les gens, notamment les jeunes, ont basculé dans l'islamisme parce que le régime algérien, sous couvert de socialisme, de tiers-mondisme, etc., a préparé, de manière, à mon avis, totalement consciente, jusqu'au moment où il a failli se brûler les doigts, jusqu'au moment où il a failli être débordé par le monstre qu'il a fabriqué, a préparé le terrain. Lorsque vous cassez de manière systématique, méthodique, permanente, toute voix dissonante en faveur de la démocratie, à l'époque on nous accusait d'être des réactionnaires. Alors il y avait les progressistes et les réactionnaires. Les progressistes, c'est bon dire, mais on était des réactionnaires. Vous ne pouvez pas mettre en cage la parole libre. Elle peut s'exprimer doucement, difficilement, clandestinement, mais il y a un moment où il faudra, c'est comme l'eau. Vous pouvez fermer, il y a un moment où elle trouvera toujours une fuite, une issue pour pouvoir s'évacuer. Eh bien, lorsque vous étouffez la libre parole, elle va là où elle peut s'exprimer. Elle a été s'exprimer dans les mosquées. Je sais qu'on m'a reproché d'avoir un peu forcé la dose en disant que nous, on n'avait pas fini d'installer une section dans la clandestinité qu'on était déjà infiltrés. Ben, les islamistes, ils avaient 5 réunions par jour et un congrès tous les vendredis. Et on vous dit pourquoi ils ont gagné. Encore heureux qu'ils aient gagné avec autant de moyens. Donc le pouvoir algérien, et pas seulement algérien, en réprimant la perspective démocratique, a objectivement créé le lit de l'expression islamiste. De manière violente, précipitée, archaïque, primaire, primitive.
Et c'est ça qui a fait que la jeunesse algérienne est partie là-dedans. Plus l'école. Et sans compter qu'à chaque fois que le pouvoir devait se sentir en situation de difficulté et qu'il doit essayer de s'octroyer un semblant de légitimité, c'est pas du tout vers l'urne, c'est pas du tout vers la volonté citoyenne qu'il se penche, c'est vers la concurrence religieuse pour enlever le monopole du culte aux islamistes. Il a l'air, je suis médecin. Un de mes amis de promotion et chef de service à Mustapha. Je vous jure que dans son bloc opératoire, les toilettes au-dessus étaient, il y a 10 jours de ça, 15 jours. Les toilettes tombaient dans le bloc opératoire. On construit une mosquée à Alger pour 5 milliards de dollars. En même temps, je vous le donne, on vient d'annuler 5 CHU, comme ça. Remsel, Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Ouargla, si j'ai bon mémoire, avec les Coréens, les Anglais, les Français, bon, oui, il a sous-traité à des Autrichiens, qui auraient été livrés pour 1 milliard de dollars chacun, et qui auraient probablement réduit considérablement toutes les évacuations sanitaires qui peinent à trouver une place ici. Et ils auraient été gérés avec la formation qui l'accompagne pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous... Il n'a pas donné les hôpitaux, il a donné la mosquée. Et alors, je vous dis 5 milliards d'euros, je suis persuadé que c'est plus. Je parle de ce qui est avéré. Voilà comment... Et il ne faut pas s'étonner que l'islamisme est avancé. Mais, lorsque vous regardez ce qui se passe chez les jeunes, ils sont exaltés, ils sont allumés, ils peuvent avoir des passages à l'acte dévastateurs, mais lorsqu'ils veulent se réaliser, lorsqu'ils veulent s'accomplir, ils ne prennent pas le chameau pour aller en Arabie Saoudite. C'est un échec terrible pour des gens qui ont donné l'école, les médias, la justice, la mosquée, et qui finalement n'arrivent même pas à capter chez eux les gens qui croyaient avoir définitivement conditionné. Le rôle des intellectuels en Algérie, vaste débat. Hein. Il y en a qui ont joué leur fonction d'éclaireur. Il y en a malheureusement qui ont été tentés, notamment par le bondionisme, par le soutien critique, et qui ont souvent justifié les abus comme étant des nécessités que l'histoire nous imposait parce que le peuple n'était pas en mesure d'accéder à l'exercice des libertés citoyennes, etc. etc. Ce faisant, ils ont objectivement, non seulement ils n'ont pas été intellectuels, enfin c'est ce qu'on appelle des intellectuels organiques. Non, il y a eu une faillite intellectuelle. On m'a souvent reproché, quand j'étais responsable de l'université, d'avoir inscrit la laïcité comme étant un des objectifs qu'il fallait atteindre. Des intellectuels, très sérieusement, très sincèrement, même ont beaucoup parlé, on dit il ne faut pas aborder ça, le peuple ne comprend rien, etc. Il faut le mettre de côté. Je lui dis, si tu avais joué ton rôle d'intellectuel, c'est le type même de débat que les intellectuels doivent porter dans la société. Moi, en politique, j'arrive derrière les chemins que tu as défrichés pour transformer électoralement ce que tu es supposé avoir assumé. Non, il y a eu une grosse faillite intellectuelle, mais encore une fois, il ne faut pas juger. Parce qu'il y a une raison fondamentale à cette démission, pour ne pas dire pour certains à cette perversion. On retombe au rôle de la langue et de la culture française en Algérie. Les intellectuels rationalistes, c'est-à-dire ceux qui ont les instruments pour construire une idée critique de la situation, étaient formés en français malheureusement. Or, ces gens-là, dès le départ, on les a mis dans des situations de reliquat du colonialisme. Ceux qui sont restés en Algérie savent très bien que dans les années 70-80, les gens ne maîtrisaient pas l'arabe, mais quand on leur tendait le micro à la télévision algérienne, il y avait une phrase excusez-moi, je vais m'exprimer en langue étrangère. Lorsque vous commencez par précéder votre propos d'une excuse et qu'en plus vous vous indexez comme un élément extérieur à votre communauté, la crédibilité de votre propos est déjà fracassée. Il va falloir assumer
dans l'histoire de notre pays, la présence et la légitimité de la langue et de la culture française. Ils sont très peu nombreux à l'avoir fait, et ça touche aussi. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, la rationalité dans le débat public, c'est pas évident. Alors bon, Hassan Firouk, Hassan, etc. Ça a fait dommage que j'ai écrit le livre sur les trucs. La question c'était ça. Tout le reste c'était de... Non, mais je veux bien écrire des livres sur n'importe qui vous voulez, mais encore une fois, j'ai écrit des livres que d'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas écrire. J'ai écrit un livre sur l'armée rouge parce que j'ai essayé de voir des anciens moudjahidines qui avaient vu l'horreur de la séquestration et qui n'ont pas pu le dire, ou n'ont pas voulu le dire, ou ne pouvaient pas le dire. J'ai écrit un livre sur Cheikh Khdem parce que ce que je sais, que vous allez découvrir dans le livre, qui pour moi est extraordinaire dans l'existence d'un homme, n'a pas été rendu public. J'aimerais écrire un livre sur Moria, oui, parce que la vie qu'il a menée, c'est Rimbaud. La manière dont il a vécu, alors pour moi, il reste un des producteurs culturels les plus foisonnants et les plus pertinents de la culture kabyle moderne. Personne ne sait pourquoi, comment, avec quoi il a réussi à produire tout ça. Ça, c'est important à savoir. Ce que j'ai à vous dire sur la trique, vous le savez. Donc le but, c'est pas d'encenser les gens. Le but, c'est d'éclairer la société sur ce qui peut lui permettre de mieux se construire. Et puis, alors j'ai bon, je vais dire, je sais que c'est bien génie, mais quand même... Merci beaucoup. Merci Saïd Sadi. Donc il va dédicacer son livre. Quelques activités de l'Assemblée dans les jours qui suivent. Samedi 30 septembre, les portes ouvertes. Et le 4 octobre, on consacre une soirée de soutien à Rakhouta. 4 octobre à 19h à la télé.